écoute. Alors, Ray, vous êtes l'auteur donc de Le temps de l'Afrique. Peut-on parler du temps de l'Afrique dans un temps présent, sans remonter dans le temps, c'est-à-dire commencer par le passé? Alors le temps de l'Afrique, c'est le temps de l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique au XXIe siècle, et c'est ça qu'on essaye de montrer. Évidemment, et donc c'est un livre prospectif sur l'avenir, le présent et l'avenir du continent africain, mais il n'y a pas d'avenir et de projection dans l'avenir sans racines dans le passé. Mais on parle beaucoup de démographie, juste un chiffre, 2 Africains subsahariens sur 3 en moins de 25 ans. Oui. Une société aussi jeune est une société qui va vite. Ces 2 Africains sur 3 n'ont pas connu ni la fin de l'apartheid, ni le génocide du Rwanda. Ils n'étaient pas nés à l'époque. Et donc on voit bien que ce sont des sociétés qui se projettent dans l'avenir. Et donc il y a à la fois cet ancrage nécessaire dans le passé et en même temps un désir fort de regard vers l'avenir. Ce temps présent, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le fort de ce temps, de cette Afrique d'aujourd'hui? La croissance économique qui est de retour sur le continent africain, mais ça peut pas, cette croissance économique qui est de retour en Afrique ne peut pas se comprendre justement sans les dynamiques démographiques à l'œuvre, l'urbanisation croissante du continent qui génère des gains de productivité autour des villes et des pôles de production, et c'est toutes ces dynamiques qui sont en cours de transformation et à l'œuvre en Afrique. Et pourtant, quand on suit les grands médias, on a comme l'impression que cette Afrique n'avance pas, cette Afrique de misère, cette Afrique où rien ne va, les élections toujours contestées. Votre réaction? Ma réaction, c'est que justement, ce livre, écrit avec Jean-Michel Severino, ancien directeur général de l'Agence française de développement et ancien vice-président de la Banque mondiale, qui a beaucoup voyagé et travaillé avec l'Afrique, cet ouvrage, c'est un coup de colère quelque part contre le décalage entre cette perception-là, univoque d'un continent africain qui n'est pas rentré dans la mondialisation, qui ne connaît pas de croissance, qui connaît que la pauvreté, etc., et les réalités quotidiennes de l'Afrique qui est évidemment celle de la pauvreté qui perdure, c'est une face des réalités africaines, mais aussi des taux de croissance de 5 à 6% par an en moyenne sur le continent africain. Ça fait aussi partie, cette facette-là fait partie de la réalité africaine aujourd'hui. Et c'est un combat, cet ouvrage, cet essai, contre ce décalage entre les réalités du continent aujourd'hui et la perception trop univoque du continent dans nos médias. Pour revenir un peu à la thématique de votre exposé, êtes-vous sûr qu'aujourd'hui le livre a encore son influence face aux citoyens? Le citoyen, avec l'évolution exponentielle des nouvelles technologies. On a vu l'appétence en Afrique du Nord pour le débat démocratique, pour la démocratie, pour le combat d'idées. Sans livre, sans champ intellectuel où ce débat démocratique peut s'exprimer de façon vigoureuse, où les idées peuvent s'opposer, alors les sociétés périssent. Et une des façons d'expliquer les printemps arabes et cette rage de la jeunesse aujourd'hui, c'est ce décalage entre des dynamiques sociales et économiques très fortes et puis des régimes trop souvent sclérosés qui ne peuvent pas accompagner la transformation de la société. Et je trouve qu'il y a un rôle fondamental pour la classe intellectuelle et notamment les écrivains par le livre pour stimuler, organiser, orchestrer ce débat parce que c'est dans la pluralité et dans cette évolution des régimes et des sociétés que ces sociétés peuvent évoluer.